Le soleil couchait déjà devant une chaise. Le gars se tenait debout. Assis dessus, une fille curviche a dit à Yenmu que son frère voulait acheter une voiture. Le protagoniste ferma les yeux, serra le papier et révéla qu'il n'avait plus d'argent. Celui qui s'est ensuite levé et a demandé ce qui s'était passé au salaire de ce mois. Elle lui a conseillé de vendre toutes les déchets qu'il avait pour pouvoir lui donner de l'argent, mais elle a rapidement remarqué que sa poche était vide et l'a giflé sur le visage. Alors que Yamu était dévastée, elle l'appelait de la déchiration et lui demanda où il avait caché l'argent. Hiden la regarda riant et dit qu'elle le demande à nouveau. La fille a attrapé un verre d'eau et le a vissé. Quelle humiliation. D'autre part, l'art était vraiment bon. Elle l'a ensuite appelé perdant et lui a demandé comment il avait le courage de rire cette lèvre de son homme comme un gars qui avait atteint le fond l'a vraiment vendu. Il a admis qu'il était de la poubelle et qu'il n'avait pas d'argent, et il a crié disant que ce mois-ci, ses parents avaient acheté une maison et une voiture avec son argent. Même s'il gagnait 100 millions par mois, ce ne suffirait pas pour la quantité que sa famille voulait l'épuiser. La femme a ensuite demandé ce qu'il en tenait par sa famille et se demanda si elle ne se considérait pas tous comme la même famille. Elle a dit qu'il était froid et a demandé pourquoi il ne se souciait pas de la famille. Yamu rit. Il lui a dit de aller en enfer avec cette idée idiote de famille parce qu'il en avait fatigué. La femme, tout aussi inconnue, lui a dit que si c'était le cas, il pourrait mourir 100 fois. Il étendit les bras et lui demanda si elle pensait vraiment qu'il n'avait pas le courage. Elle a dit qu'elle voulait le voir mourir, mais d'abord, elle voulait un moment pour acheter une assurance vie afin qu'au moins elle en tirait une valeur avant qu'il ne s'en rendait. Yamu a souri. Il a dit que Fang Yuxu était vraiment dur après tout. Il se retourna et coura vers la fenêtre. Elle lui criait dessus, mais le gars était sur le point de savoir s'il pouvait voler au milieu de sa chute. Il se demandait si c'était vraiment la fin de sa vie. Puis la scène s'est déplacée au 1er juillet 2009. Une femme aux cheveux courts a demandé à Yanmu pourquoi il s'agenouillait soudainement. Un blond se demandait si s'agenouiller dès que vous entrez dans la porte était une tradition familiale de lui. C'est à ce moment-là que le protagoniste semblait reprendre ses sens. Il était surpris, se demandant s'il était vivant. La femme, les bras croisés, lui a demandé s'il deviendrait fou. Il leva les yeux et appela sa mère. Apparemment, en Chine, lorsque vous épousez une femme, vous commencez à appeler sa mère mère. Mais celui-ci a seulement dit qu'il pouvait l'appeler ainsi s'il mettait 40 000 autres au mariage. Le gars était un peu si confus, se demandant de quel genre de prix de Dari s'il se souvenait et de quel prix s'était produit il y a 8 ans lorsqu'il avait proposé à Fang Yaksha. Le prix est passé de 40 000 à 400 000 et elle lui a demandé ce que lui pense à ça. Peu à peu, il se leva et a dit qu'il avait beaucoup pensé à ce que la malheureuse famille lui avait tout échappé jusqu'à ce qu'il mourait dans une fosse. Il a ensuite dit qu'il était d'accord. Les yeux de la soi-disant mère brillaient et elle lui demandait s'il était vraiment prêt à le faire. Mais il criait que maintenant qu'il avait eu une deuxième chance, il n'avait aucun moyen d'accepter une telle idiotie. Il n'allait pas commettre les mêmes erreurs. La mère lui a demandé ce qu'il voulait dire et a demandé s'il pensait vraiment que sa fille ne valait pas 1000 dollars. Fang Yuxi reste silencieux. Yamu a demandé si toute la famille avait des problèmes auditifs ou mentaux. Il avait déjà précisé qu'il ne dépenserait pas son sang pour ce mariage. Yuxu se leva et lui a demandé comment il pouvait faire une telle chose, mais il a répondu qu'elle devrait se disputer avec sa mère pour être vendue pour 1 million de dollars. Elle a fait une expression douloureuse et a dit que ce n'était pas facile pour ses proches de l'élever, alors il méritait de demander quelque chose. Le père voulait alors savoir ce qu'il gagnait en plus d'un frère perdant qui gagnait seulement son argent. Les idiots blonds se sont levés en exigeant de savoir qui appelle perdant. Le père a impitoyablement dit que c'était lui qui ne pouvait même pas gagner assez pour se nourrir. Le blond est entré pour un gros coup de poing, mais cela semblait un mouvement innégatif, et a combattu ce type dans une vie passée, et n'allait pas agir de la même manière. Il a frappé la tête du gars contre le trottoir, tandis que la mère lui a crié dessus de laisser partir Xiaoyu, qui était censé être une famille. Mais Yamu a répondu que tant qu'il n'était pas marié, aucun d'eux n'était dans sa famille. Il s'est ensuite retourné et a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec aucun d'eux à partir de ce moment. Fang Yuxui a demandé si leur relation ne valait pas du tout d'argent. Yamu lui a demandé si elle avait déjà demandé combien de ses proches avaient travaillé dur pour gagner la moitié de 1000 dollars dans sa vie passée. Son père plein d'espoir a dépensé tout ce qu'il avait en billets de loterie et a fini par gagner. Avec ça, il a donné un demi-million et Yan filme l'autre moitié pour assurer le mariage. C'était un homme qui a donné tout son. Yanmu est sorti puis sorti de la porte, disant que tout ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un pour soutenir sa famille et que quelqu'un ne serait pas lui. La scène suivante le montre déjà à la même loterie que son père avait gagné auparavant. Le prix s'était accumulé à plus de 100 millions dans sa vie passée. En ce moment même, il est descendu et quel billet avec son père. Il espérait pouvoir se souvenir clairement de cela, même si ses souvenirs étaient confus au fil du temps. Il n'est pas marché au comptoir et a dit qu'il voulait acheter un billet de loterie. Le commis l'a informé que le tirage aurait lieu ce soir à 21h15. C'est à ce moment-là qu'il a regardé sur le côté et a vu son père arriver. Son père se demandait s'il voyait vraiment son fils puisque théoriquement, il devait prendre la place de Fang Yuxu. Yamu a remarqué que son père avait l'air complètement épuisé et se demandait s'il avait eu la chance de se reposer. Il se cachait pour que son père ne le voyait pas. À ce moment, son père, tenant un billet, priait pour qu'il ne soit pas à se soucier du prix du mariage de son fils s'il gagnait. Yamu a juré que sa famille ne souffrirait plus jamais à partir de ce jour. C'est à ce moment-là que le système est entré en jeu. La mission novice était de gagner 100 millions et de construire sa propre industrie. Il avait 24 heures pour le faire, mais 3 heures avaient déjà écoulé, ne lui laissant que 21 heures. S'il échouait, il perdrait la vie. Le protagoniste était compréhensiblement confus. La scène suivante l'a ramené chez lui. En regardant son jambon, il savait qu'il reste 21 heures selon ce système. Soudain,
Il entendit une voix demander ce que quelqu'un faisait et leur dit de lâcher. Yanmu a reconnu la voix comme une mangue. Il monta les escaliers, lui appelait le nom et lui demanda ce qui ne va pas. Manuel était un ami d'enfance, presque comme sa sœur Tim. Dans sa vie passée, sa mère avait emprunté de l'argent au prêteur et, comme prévu, les choses sont devenues sombres lorsqu'elle ne pouvait pas rembourser. Tous les deux se sont retrouvés dans leur tombe. Yann a juré de la protéger dans cette vie. Dans une pièce, 2 hommes la moquaient, disant que crier ne servirait à rien, personne ne la sauverait. L'un d'eux, chemise ouverte, se moquait de son appel à Yanmu, insinuant son inutilité. Au moment suivant, Yanmu a donné un coup rapide au premier gars. Il l'a sauvé rapidement. C'était un coup de poing, un câlin, un point et un sauvetage. Le blond ne savait même pas qu'il avait frappé. Un autre homme approcha, demandant si Yanmu en avait assez de vivre. Cependant, Yanmu immobilisa facilement son bras, questionnant leur incompétence. Le blond le traita de salaud et sortit un couteau, le menaçant. Yanmu déclara qu'ils étaient là pour l'argent, avertissant que tout geste compromettrait leur paiement. Les hommes hésitaient, se demandant s'il avait réellement de l'argent. Celui en chemise rouge se moquait, suggérant sa pauvreté. La blonde rappela une dette de plus de 1 000 000. Yanmu promit l'argent en 3 jours, cette fois pour une autre femme. Un homme rappela leur dette médicale. La blonde avertit que l'échéance impliquait que Menya couvrirait la dette. Yanmu stipula que la livraison d'argent exigeait des excuses. En partant, ils se moquèrent de lui, disant qu'elle tenterait sa chance ou qu'il finirait estropié. Le système lui rappelait qu'il restait 20 heures pour finir la mission. Sa vie était liée à des points de survie, et pour le moment, il en avait très peu, donc son corps commencerait à montrer des symptômes. Le système a mentionné une agence immobilière qui était sur le point de faire faillite, tandis que la réflexion sur la façon dont sa vie était déterminée par les points. Meng Yao l'a appelé à s'excuser et a dit qu'elle ne voulait pas le traîner avec elle, et Mu lui a dit de ne pas s'inquiéter et l'a rassuré qu'en 3 jours, il s'assurait qu'il se disposait. Mais puis son corps réagit, sa tête a commencé à battre et il a eu des nausées. Meng Yao demanda s'il allait bien et il s'effondra, dévalant la montagne intensément, ce qui était déchirant. Il s'excusa, disant qu'il avait faim et se sentait faible, comprenant que c'était que les symptômes signalés par le système. La scène se déplaça à la maison Fang. La mère demanda s'il avait répondu à son appel, mais Fang Yuxi déclara que non. Le père menaça de la gifler, questionnant son incapacité à contrôler un homme. La mère, Lao Fang, le retint, signalant une bizarrerie chez Yanmu. Le père, pensif, accepta, se demandant si Yanmu s'était enrichi soudainement. Il dit à sa fille d'agir avant qu'une autre femme ne le fasse. La pire chose serait qu'il devienne riche et qu'elle perdait la chance d'être sa femme. Même la mère a commencé à la pousser hors de la maison, lui a dit d'aller capturer cet homme. Pas de sympathie ici pour cette femme mauditée. Le Fang Yuxu se demanda maintenant pourquoi Yanmu avait agi si différemment. Aujourd'hui, avec notre garçon, Yanmu servit des pommes à Meng Yao quand la sonne a sonné. Elle a dit qu'elle l'aurait et à l'extérieur c'était bien sûr Fang Yuxu. Dès qu'elle a vu Yanmu, elle a demandé de savoir ce qui se passait. Yanmu lui a demandé s'il n'avait pas clairement dit qu'il n'y avait plus rien entre eux, ou si elle était là parce que sa mère snob n'était pas satisfaite. Fang Yuxia, cependant, criait que c'était impossible et voulait savoir s'il était intéressé par quelqu'un d'autre ou s'il changeait d'avis simplement parce qu'ils ont augmenté le prix du mariage et Mu lui a dit d'abandonner, que tout entre eux était complètement impossible. Il a dit que, à cause de quel lien qu'ils avaient autrefois, il lui donnerait des conseils. Elle devrait quitter cette maison dès que possible et vivre plus librement. Elle l'ignorait, se retourna, l'appelait un fils délicat de mère et jura qu'il le regretterait. Men Yao se tenait là confus, ne comprenant pas ce qui se passait, pour autant qu'elle se souvient qu'ils étaient proches. Alors comment les choses sont-elles passées de cette façon? Yanmu lui a dit de rester chez lui pour le moment parce qu'il devait partir en voyage. Il murmurait soigneusement que cette stupide relation ne se souciait pas et qu'il était temps d'explorer les entreprises disponibles dans la ville. Sur la rue de Jiangxing, les gens parlèrent de la loterie. La fièvre de la fortune gagnait la Chine. Son père voulait qu'il achète une maison et se marie. Yanmu se cachait, ne voulant pas révéler qu'il allait gagner. En regardant les nouvelles, une société immobilière, Fideladad, semblait prometteuse pour investir. Il savait déjà que cette entreprise deviendrait massive à l'avenir, mais en ce moment, elles sont confrontées à de sérieux défis. S'il prend le contrôle de l'entreprise, il pourrait potentiellement devenir extrêmement riche en quelques années. Il a décidé que ce serait son premier investissement. La scène est passée vers la société immobilière Fideladad le lendemain à 9h20. L'endroit avait déjà l'air déclaré faillite et il y avait des gens criant à l'entrée. Le système lui rappelait que ses chances de survie étaient faibles et qu'il n'avait pas assez de temps pour achever la mission. Malheureusement, il a dû faire un arrêt à la banque pour récupérer ses gains de loterie, ce qui l'a retardé. Un homme en casque jaune est passé, mentionnant qu'il apportait une bannière. Yamu a demandé pourquoi tout le monde était là et ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas été payés depuis 6 mois. Yamu a dit que les paiements de construction peuvent être un peu en retard, généralement 6 mois. Cependant, une autre personne a dit qu'ils peuvent généralement payer à la fin, mais que le patron avait des dettes dans ce cas, laissant l'entreprise profondément endettée.
Ils n'auraient pas d'argent pour payer, donc ils avaient besoin d'une solution. Yamu a demandé si le patron avait vraiment fui, ce qui a été confirmé par l'homme. Yamu est parti avec enthousiasme, remercie le gars qu'il avait peu de temps, mais que ses chances d'atteindre son objectif augmentaient. Devant une voiture noire, les gens tenaient des panneaux exigeant le paiement. La société appelée Feda avait Kong-Ru, un homme de 40 ans portant des lunettes, comme ancien propriétaire. Un garde du corps chauve nommé Libya murmura que les chiens deviennent fous. Il a demandé à Kong pourquoi ne pas embaucher des gens pour gérer le désordre. Mais Kong a répondu qu'il valait mieux les laisser aboyer que de créer plus de problèmes. À ce moment, Yan-Moon a frappé à la fenêtre, surprenant l'homme chauve. Il resta 25 minutes pour achever sa mission. Yan-Mu ouvre la porte et entre. Il se présente à Kong-Ru, disant qu'il était là pour parler d'affaires. L'homme chauve l'a attrapé par le col et lui a demandé s'il voulait vraiment mourir. Yan-Mu a calmement déclaré qu'il avait des informations qui pouvaient empêcher Kong-Ru de passer le reste de sa vie derrière les barres. Le patron lui a dit d'oublier l'argent car il n'avait pas les moyens de payer personne. Mais ensuite, Yan-Mu a révélé qu'il était là pour donner de l'argent. Il a proposé de prendre toutes les dettes de l'entreprise, y compris les salaires en retard, mais en retour, il voulait la propriété de la société immobilière Feda. Kong se demande si Yan-Mu comprend la valeur dont il parlait, car ils doivent beaucoup, en particulier aux employés non rémunérés. Yan-Mu, avec 10 minutes restantes, a dit qu'il prendrait tout. Kong a dit qu'il ne commencerait pas à parler pour moins de 50 millions. Yan-Mu accepte. Soudain, Kong a demandé pourquoi un enfant qui avait à peine des poils au visage élevait la voix. Le garde du corps lui a dit d'arrêter d'inventer des chiffres. Yan-Mu l'a fait taire avec un coup rapide à la gorge. Kong a été choqué que cet enfant ait abattu son garde du corps. Il a dit à l'homme chauve de se calmer et a demandé à Yan-Mu de ne pas perdre de temps s'il n'avait pas d'argent pour les salaires. Yan-Mu insiste pour prendre 50 millions de terres et de dettes et payer immédiatement. Il savait que Kong-Ru était désespéré de fuir et voulait obtenir autant de terrain que possible. Yan-Mu a demandé tout ce que Kong avait dans cette région. Kong a demandé s'il essayait de le tromper. Le patron voulait se débarrasser des propriétés. Yan-Mu l'a rassuré et a demandé un prix. Avec 5 minutes à rester sur la minuterie du système et le patron a demandé si Yan-Mu était sérieux, tandis que le garde du corps de la balle pensait qu'il était fou, le système l'a averti à nouveau qu'avec 3 minutes restantes, ses sens commenceraient à s'arrêter. Yan-Mu a confirmé qu'il était sérieux et a demandé si le patron avait pris une décision. Il était déterminé à acheter la nourriture à une entreprise, peu importe ce qui s'est passé. Le patron a ensuite dit que s'il avait au moins 20 millions à ce moment-là, il pouvait effectuer le transfert et il pouvait payer le reste plus tard. Le problème était que l'audition de Yan-Mu avait déjà échoué. Bien que cela semblait être une situation stupide, Yan-Mu a intelligemment déduit des mouvements et gestes de la bouche du patron qu'il avait probablement demandé environ 20 millions. Kong-Ru a demandé à le doigt vert de gérer le transfert à M. Yan. Le compte à rebours se poursuit avec seulement 10 secondes restant. Yam, dont la vision s'estompait, et il devait finaliser l'accord en appuyant sur son empreinte digitale avec 6 secondes restantes, puis 4 secondes. La transaction réussit. Yan-Mu s'effondra à la banque, demandant pourquoi la mission n'était pas annoncée achevée. Son énergie faible, il sentait la mort proche. Alors, le système l'a félicité, lui accordant 13 points de survie. Yan-Mu ne célébra pas, mais se soulagea d'être vivant. Le système expliqua que les points pouvaient prolonger sa vie. Pendant ce temps, des troubles éclatèrent alors que quelqu'un criait à Kong-Ru. Un homme demanda si Yan-Mu allait bien, il confirma et demanda à Kong-Ru de payer les travailleurs rapidement. Kong-Ru demanda à l'homme d'informer dehors qu'il serait payé avant la nuit. L'annonce faite, la foule doutait du règlement des paiements en retard. Un dit que s'il n'était pas payé, il reviendrait pour en finir pour toujours. Le garde du corps chauve demanda l'étape suivante, et Kong-Ru suggéra de revenir avec une stratégie. La scène se déplace à un bureau immobilier où l'ancien président apporte des documents pour Yan-Mu. Yan-Mu rejette les vieux plans et marque des zones sur une carte. Il souligne des terres spécifiques à acheter et d'autres à conserver. Kong se plaint que l'une des zones est isolée et abandonnée, donc une perte d'argent. Yan-Mu insiste que c'est parfait pour le futur développement avec des écoles et bâtiments, idéal pour un quartier commercial. Yan-Mu explique qu'ils construiront un complexe avec magasins, hôtels, etc., conforme aux normes de sécurité. Kong accepte et Yan-Mu dit que le bon travail sera récompensé. Kong invite Yan-Mu à une réunion d'investissement. La scène passe à l'hôtel Jingping, où Yan-Mu se renseigne sur l'événement d'investissement. Il regarde en arrière et est surpris de voir Fang Yuxu en robe révélatrice. Un homme potelé à côté d'elle rougeait, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait l'air si époustouflant. Fang Yuxu semblait ennuyé car c'était le seul homme prêt à payer le prix de mariage exorbitant. L'homme la retira de côté et lui demanda si elle était distraite. C'est alors qu'elle a remarqué Yan-Mu. Ils ont échangé des regards, mais n'ont rien dit. Le blond a ressenti qu'ils pourraient se connaître. Yan-Mu a réfléchi à la vitesse à laquelle Fang Yuxu avait avancé et a rejeté toute inquiétude. Ce n'étaient pas les affaires de lui. Cependant, quand le blond l'a délibérément heurté, Yan-Mu a demandé ce qu'il pensait faire. L'homme accusait Yan-Mu de se tenir en chemin et lui a coupé un doigt sur la poitrine.
se demandant si quelqu'un aussi pauvre que lui savait même où il se trouvait. Yan Mu se moquait de l'homme pour son apparence. Mais l'homme blond demanda de savoir si Yan Mu avait une idée de qui il était et s'il voulait vraiment se battre devant la fille. Ignorant lui, Yan Mu demanda à Fang Yuxu de sa relation avec cet homme, à laquelle elle répondit que cela n'avait rien à voir avec lui. Le blond s'est éloigné, moquant Yan Mu pour avoir rêvé d'avoir une femme comme Fang Yuxu. Yan Mu a réfléchi qu'il avait pensé une fois que Fang Yuxu était une fille simple et gentille et croyait que le problème était sa famille. Mais il semblait qu'il avait tort, et cette réalisation lui a permis de finalement lâcher. La scène s'est déplacée vers la réception d'investissement. Le système a assigné à Yan Mu une mission d'investir dans l'une des entreprises présentes pour gagner 10 points supplémentaires. Yan Mu savait que ce serait difficile avec les personnes présentes. Un garde de sécurité a bloqué son entrée et lui a demandé s'il savait où il allait. Yan Mu a demandé si ce n'était pas la réception d'investissement. Le garde a calmé, lui a dit de partir parce que l'événement était destiné à des gens qui prévoyaient de dépenser des millions. Yan Mu a tout ignoré et a simplement déclaré qu'il était également là pour faire des investissements. Cependant, le gardien de sécurité se moquait de lui et lui a demandé quel genre d'investisseur se déplaçait en vêtements de concier. Yan Mu n'était pas satisfait d'être jugé en fonction de son habillement. À ce moment, le blond est apparu et a demandé si Yan Mu les suivait. Le garde a ri, disant que cet enfant semblait vraiment perdu du sien, même affirmant qu'il était là pour investir. Le potelet a intervenu, disant que Yan Mu devait d'abord apprendre à investir en lui-même. Il a mis une main sur l'épaule de Yan Mu, affirmant condescendancement qu'il avait de l'énergie, mais qu'il ne pouvait pas la gaspiller en poursuivant juste les femmes. Il a dit qu'il n'avait aucun utile à Yan Mu de se mettre en colère puisque cette beauté resterait dans ses bras. Yan Mu allait passer, mais le garde l'a bloqué à nouveau. À ce moment, le potelet a remarqué quelque chose et a mentionné que frère Kong était enfin arrivé. Yan Mu a regardé Fang Yuxui et lui a demandé si elle faisait ça pour de l'argent. Elle affirmait que cela n'avait rien à voir avec lui, mais il a continué à demander si elle était vraiment prête à faire quoi que ce soit pour l'argent et à se dégrader de cette manière. Elle reste silencieuse et il s'est retourné. Dans le même temps, l'homme potelé a demandé à Kong si son entreprise avait récemment été acquisitionnée. Kong a confirmé que l'homme potelé a mentionné qu'il cherchait également à vendre son entreprise, même si les temps étaient difficiles. Quand il parlait, Kong a remarqué quelqu'un d'autre et s'est excusé, disant qu'il avait une autre personne à qui parler. Il s'approcha de Yan Mu. Le potelé, maintenant perplexe, se demanda pourquoi Kong Ru parle du jeune homme, car M. Yan Fang Yuxu, regardant de côté, était également curieux. Monsieur Homme, le potelé a demandé à Kong s'il avait appelé un si jeune homme à son patron et perdu la tête. Kong a précisé qu'il malentendait. Mr. Yan Mu était en effet le nouveau propriétaire de Fuda. L'homme Chuggy a été choqué et a demandé si c'était la personne qui avait récemment acheté l'entreprise. Kong l'a immédiatement confirmé. Megan se tourna vers Yan Mu et s'est excusé pour son comportement précédent. Il a affirmé que tout était juste une blague, qu'il ne connaissait pas son identité, et il a supplié le pardon, promettant de faire tout ce qui lui était demandé. Yan Mu se tourna vers lui et lui a demandé s'il était confirmé par Monsieur Madon. Madon, et Yan Mu lui a dit froidement de partir. Naturellement, Maidan quitta en fumée, murmurant que Yan Mu payerait pour cette humiliation. Une fois à l'intérieur de l'événement, Kongri a demandé si Yan Mu avait des investissements particuliers dans l'esprit. Yan Mu a répondu qu'il n'avait pas encore décidé et qu'il devait regarder autour de lui, et sachant que les meilleures options avaient probablement déjà été prises. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué un stand pour une entreprise appelée Nebula, qui deviendrait très influent dans l'industrie Internet. Le représentant lui remet une carte, expliquant qu'il fabriquerait des routeurs sans fil. Yan Mu a reconnu que l'homme était le fondateur de l'entreprise, Zhang Penju. Le voir travailler si dur maintenant a clairement montré pourquoi Nebulosa est devenu si réussi à l'avenir, en appelant à conseiller de ne pas investir, affirmant qu'il s'agissait d'une entreprise étrangère avec peu de valeur sur le marché local. D'autres ont accepté, rejetant l'idée des routeurs Internet comme une perspective lointaine dans laquelle il ne vaut pas la peine d'investir. Pourtant, Penju insiste sur le fait que les routeurs sont l'avenir, les signaux sans fil deviennent bientôt essentiels dans le monde. L'autre s'est moqué, disant que seul un idiot investirait dans quelque chose comme ça. Ils soutiennent qu'une telle entreprise ne devrait même pas bénéficier des opportunités d'investissement. C'est à ce moment-là que Yan Mu a sorti une carte et a annoncé qu'il investirait 15 millions de dollars dans l'entreprise. Penju transpirait nerveusement et lui a demandé s'il était sérieux. Yan Mu a confirmé qu'il était optimiste quant à leur avenir et qu'il était convaincu qu'avec la croissance d'Internet, la nébuleuse deviendrait une force majeure. De nulle part, Maidong est apparu à nouveau, criant à tout le monde de ne pas écouter Yan Mu, l'appelant un mendiant et en disant qu'il allait insulter. Yan Mu et Kong sont intervenus, avertissant Maidong de rester silencieux puisqu'ils sont amis, mais ce serait son dernier avertissement. Soudain, Maidong a révélé que Kong avait le plan d'abandonner l'entreprise et de laisser tout le monde non payé. Les autres investisseurs ont commencé à chuchoter, disant que Kong n'était pas digne de confiance. Maidong se moquait et a dit que Kong serait plus intelligent de ne pas être le chien de cet enfant. Kong a commencé à protester. Mais oui, Mu l'a coupé et m'a demandé, Dong, s'il pensait vraiment qu'il n'avait pas 15 millions de dollars pour m'investir. Dong a confirmé arrogantement qu'il pouvait facilement trouver un menteur, surtout un aussi pauvre que Yan Mu. Yan Mu l'a défini à parier. S'il pouvait produire les 15 millions pour m'investir, Dong devrait s'agenouiller, s'excuser publiquement et se gifler 3 fois. Madon a hésité. Bien sûr, ouais, Mu n'avait pas d'argent, mais s'il l'avait fait, je peux les conséquences. À ce moment-là, quelqu'un a interrompu, disant que M. Mei faisait le plaisir à tout le monde. C'est Tang Ming, le deuxième fils de la famille Tang, un personnage important. À juger par la réaction tremblante de Maidong, Yan Mu savait que la famille Tang produisait des matériaux essentiels pour l'équipement nébuleux.
Puisqu'il veut investir dans ces gars, ce serait parfait s'il pouvait s'approcher d'eux. Tang Ming demande ce qui se passe et Mei Dong dit qu'il s'amuse juste à plaisanter, rien de sérieux. Tang Ming demande s'il pense vraiment qu'il est un idiot, car il est sûr que quelque chose se passe et veut qu'il continue. Mei Dong dit bien, alors ils feront le lit. Pendant ce temps, Kong demande à notre gars s'il est sûr de faire ce pari. Notre gars dit qu'il est sûr, mais il ne sait pas où est sa carte. À ce moment, Fang Yuxu lui dit qu'il devrait disparaître avant qu'il se gêne. Elle pense que cette supposée fortune est un mensonge évident. Madame Grams, Fang Yuxui, et dit à notre gars d'arrêter de faire semblant et d'admettre que tu as perdu le pari. Cependant, il s'avère que le gars se dérange juste. Il sort dramatiquement la carte de nulle part. Il se tourne vers Penju et dit que s'il accepte l'accord, il fera l'investissement maintenant. Le président est d'accord et dit qu'il cherchera la machine, croyant que cet homme est fiable. À ce moment-là, un Megdong intervient, se moque de Yanmu et s'empare de sa carte, prouvant que c'est une carte basique. Il se moque que Yanmu n'a pas une carte spéciale. Yanmu reprend la carte, affirmant qu'ils verront bientôt qui a de l'argent. La transaction commence, mais la machine montre des fonds insuffisants. Megdong rit et qualifie Yanmu de fraude. Yanmu, confus, ne comprend pas pourquoi ces fonds sont inaccessibles. Kong se demande quoi faire. Vous, sentez quelque chose de suspect, croyant que Yanmu ne ment pas. Madon se dit magnanime, suggérant de pardonner Yanmu sans exiger qu'il s'agenouille. Mais Tang Ming insiste sur le respect des paris. Kong proteste, évoquant une erreur bancaire possible. Mei Dong, impatient, ordonne à Yanmu de régler le pari. Yanmu réplique que Mei Dong craint qu'il ait vraiment de l'argent. Mei Dong rit, disant qu'il n'a rien à craindre d'un enfant. Il ordonne à la sécurité de forcer Yanmu à s'agenouiller. Yanmu calme, dit qu'il est trop tôt pour cela. À mesure que les tensions montent, Yanmu disparaît soudainement et attaque les gardes. Fang Yuxu est stupéfait, ne comprenant pas les nouvelles compétences de combat de Yanmu. Même Tang Ming est étonné de la rapidité de Yanmu à éliminer les gardes. Les responsables de la banque approchent, mais Mei Dong les rejette. Tang Ning insiste pour que le solde du compte soit vérifié. Mei Dong se moque de l'idée de Yanmu ayant 50 millions. Yanmu confirme avoir cette somme, expliquant que ses fonds sont temporairement gelés. Après vérification, il obtient une carte de niveau supérieur. La nouvelle stupéfie Fang Yuxi et Madon. Yanmu demande si le transfert peut continuer, mais l'homme potelé accuse le fonctionnaire de la banque d'être un complice. Le fonctionnaire a remis la carte à McDonald, confirmant que tout était légitime. Peu après, il a informé à Yanmu que son problème bancaire était résolu et qu'il avait bientôt reçu une carte d'or et s'est ravi. Mei Dong a rejeté l'importance de la richesse de Yanmu et lui a demandé de faire l'investissement promis. Yanmu a achevé la transaction avec succès. Kong a demandé si Mei Dong avait quelque chose à dire. Le coroner Mei Dong a affirmé qu'il l'avait incliné et a refusé de s'agenouiller. Tang Ming lui a donné un coup de pied derrière son genou, lui rappelant de respecter son pari. Donald s'est giflé et s'est excusé à Yanmu, mais Yanmu a pressé, disant qu'il n'avait pas tout terminé comme convenu. Yanmu a toujours dit qu'il voudrait dire la vérité sur la situation avec l'entreprise de Monsieur Kong. Meidan a mis en coin, s'est excusé, admettant que les problèmes de salaire non payés étaient tous fabriqués. Avant de partir, il murmura sous son souffle. Il mettrait finalement du Yanmu dans un cercueil. Le fondateur de la nébuleuse s'approcha de Yanmu, exprimant sa gratitude et lui assurant qu'il ne déçoirait pas. La foule entourait et louait Yanmu, tandis que Fang Yuxu a été laissé se demander s'il avait toujours été aussi riche. Elle se souvient que ses parents l'ont poussé à rencontrer Meidan ce jour-là, insistant sur la recherche d'un homme riche car il ne voyait aucune valeur de l'élever sinon. Sa mère a fait ses affirmations dramatiques habituelles, disant qu'elle ne la forçait pas, mais l'échec signifierait l'extinction de la famille, comme l'a remarqué Tammy, affirmant que leur rencontre doit être destinée. Les Fagnux qui ont quitté Yanmu ont gagné ses points du système, qui lui a ensuite informé qu'il prendrait une réduction de 10% de ses revenus. Yanmu a été irrité par la taxe inattendue. À ce moment-là, l'assistant chauve de Collins annonce un nouveau problème. Les travailleurs s'émeulent de nouveau. Malgré le transfert des paiements, ils demandent le départ du projet par crainte de perdre leur emploi sous la nouvelle direction. Calme et incertain, demande à Yanmu quoi faire. Yanmu suggère de retourner à l'entreprise pour évaluer la situation. Sur place, le chaos éclate. Un ouvrier pousse un homme blond contre le mur, demandant à voir Monsieur Calme. Dans la confusion, une perceuse est utilisée violemment. Quelqu'un a appelé une ambulance à l'arrivée de Yanmu et de son équipe. Le travailleur blessé était inconscient. D'autres criaient pour empêcher les intrusions. Yanmu demande calmement si l'ambulance est appelée. L'assistant chauve confirme, mais cela prendra 10 minutes et il pourrait être trop tard. Un travailleur, à genoux, explique que sa fille est malade et qu'il a besoin d'argent. La scène rappelle à Yanmu des souvenirs de son père. Un autre travailleur peine à aider. Réalisant que le blessé ne respire plus, Kong ordonne de lier les deux instigateurs. Un trafiquant affirmait qu'ils aidaient à établir l'ordre, mais l'assistant chauve les a grondés, blâmant leur stupidité pour aggraver la situation. Yanmu, remarquant le travailleur mourant, demanda au système s'il pouvait être sauvé. Le système offrit une mise à niveau coûteuse pour obtenir un médicament potentiellement efficace, mais Yanmu n'avait accès qu'à des améliorations de base.
Le système proposa une autre solution, dépenser 12 points de survie pour maintenir l'homme en vie jusqu'à l'arrivée de l'aide médicale. La fonction était à usage unique, la prudence était donc conseillée. Yanmu hésitait mais acceptait, ne veut pas rester bras cachés. Les conditions des travailleurs se stabilisaient et les instigateurs ont été jetés au sol. Et Yanmu a été furieux pour leurs actions imprudentes. Il a été conscient que ce sont les mêmes voyous qui avaient menacé la mangue plus tôt. Quand ils se sont demandés calmement, ils l'ont admis, révélant que Yanmu avait le fardeau d'une dette causée par la mère du jeu d'un voisin avec des plans d'exploiter sa sœur. Carl Rage demande de savoir s'ils avaient abusé du nom de l'entreprise et gâché sa réputation. Yanmu a confirmé l'implication de Maidong. Calm a reconnu la connexion mais a assuré à Yanmu qu'il s'en occuperait maintenant qu'il était en charge. Sans réfléchir, Yanmu a rapidement donné un coup de pied sur la poitrine de l'instigateur blond, s'assurant que ses actions avaient des conséquences. Les ouvriers ont applaudi, a vu que Yanmu traitait avec les voyous, d'autant plus que ces deux les harcelaient. Enfin, l'ambulance est arrivée et les paramédicaux ont poussé la foule pour s'occuper du blessé. Kong a exprimé son soulagement que la situation n'ait pas été mortelle. Insure de quoi faire ensuite, il a demandé des conseils à Yanmu. Yanmu déclara que leur priorité devait être de calmer les travailleurs, mais pointait le manque de travail disponible. Les travailleurs méfiants se plaignaient de promesses de paiement jamais tenues. Yanmu leur assura que l'entreprise allait mettre en place des contrats de travail formels, les rendant juridiquement obligatoires. Les travailleurs, souvent sans papier, étaient imprudents mais espéraient. Certains avaient entendu dire que les contrats étaient légalement obligatoires, bien qu'incertains des détails. Kong laissa Yanmu prendre la responsabilité, remarquant que sans lui, l'entreprise aurait sombré. Quand Kong demanda quoi faire des voyous, Yanmu déclara que la priorité devait être la réputation de l'entreprise et recommanda de couvrir tous les frais médicaux du blessé. Kong promit de s'en occuper, veillant à ce que rien ne soit négligé. Yanmu quitta ensuite et conseilla Kong de traiter avec le provocateur. De retour chez Yemu, il se demandait si ses parents étaient rentrés. En ouvrant la porte, un éclat de soleil l'accueillit. Menyo lui demanda pourquoi il était en retard. Il expliqua qu'il avait des affaires à régler. Elle a demandé s'il travaillait très dur pour épouser Fang Yakshu. Yanmu a rejeté cette idée et promis de trouver bientôt un meilleur endroit pour elle. Il savait que le rêve de Mango était de vivre dans une grande maison et peut-être qu'il pourrait le réaliser demain. Elle lui a demandé quelle surprise il avait, mais il lui a suggéré de se reposer d'abord car il était tard. Allanté dans le lit, Yemu a réfléchi à la prise du système sur la vie des autres, pas seulement dans sa vie. Il se questionnait sur ses limites. Le système l'informa ensuite qu'il pouvait entrer dans un espace unique dans un lieu sécurisé. La pièce se déforma et le système lui demanda s'il était prêt à recevoir l'héritage. Yanmu, perplexe, regarda une image de lui-même avant sa renaissance. Le système expliqua qu'il devait accepter l'héritage du Seigneur pour éviter la destruction du monde. Sans beaucoup de choix, il accepta et le processus commença. Le système l'alerta qu'après l'héritage, son niveau serait restreint et que la mission serait indisponible pendant un certain temps. Yanmu regarda sa main, se demandant ce qui se passait. L'héritage fut complété et le système montra une barre de progression de 1%. Il expliqua que sans assez d'attributs, il ne pouvait pas débloquer toutes les capacités. Yanmu est devenu frustré par les jeux du système, mais a résolu à tout réclamer à temps voulu. Dehors, Mengyo lui a demandé s'il était fatigué. Il ouvrit la porte et la voit debout là. Il était matin, et Mengyo lui rappelait qu'il avait promis de la sortir. En excusant, Yanmu lui assurait qu'il partirait à bientôt. La scène s'est déplacée vers les rues de Jiangsheng. Les deux marchaient, et Mengyo a remarqué que Yanmu portait les mêmes vêtements qu'avant. Elle a souligné Fang Yukshu, qui s'accrochait à nouveau à l'homme potelé de l'auparavant. Menya a remarqué que Fang Yukshu ne semblait pas bien et a demandé si quelque chose ne va pas. Yamu ignora cela, disant que c'était son choix et que ce n'était pas leur souci. Continuant à marcher, Menyo l'interrogea sur son passé avec Fang Yukshu. Yanmu éluda la question et ils arrivèrent à la salle d'exposition de la propriété. Une vendeuse les accueillit, mais lorsqu'elle entendit que Yamu voulait voir la villa, elle se moqua, suggérant de regarder des maisons plus petites en raison de leur apparence. Même Menya a été surpris, remettant en question les finances de Yamu. Yamu a promis de lui acheter une grande maison, ce qui l'a laissé choqué. La vendeuse le renvoyait, se moquant de sa pauvreté apparente et suggérant qu'il confuse la valeur de ses biens. Hom Yao, gêné, voulait partir. Une vendeuse a continué à insulter, disant que leurs vêtements ne valaient même pas 200 $. Alors comment peuvent-ils se permettre un manoir? Yanmu a pris le bras de la mangue et a l'intention de partir. Lorsqu'un homme aux cheveux violets est apparu, il a reconnu que c'était Sufi. Yanmu a tenté de saluer amicalement, mais Tessufake l'a froidement échappé. Il se moquait, soulignant la pauvreté de Yanmu et se demandant pourquoi il parlait d'acheter une villa. Yanmu ignorait le commentaire et demandait pourquoi Sufei lui parlait du tout. Sufi, faisant semblant de nonchalance, a mentionné que vous gérez quelques petites entreprises et que vous achetez une nouvelle maison sur le marché. La vendeuse sauta avec impatience, louant Sufi et disant qu'il était parfait pour l'une de leurs villas exquis. Sufi s'est alors tourné vers Yanmu Smokley, affirmant qu'il avait des affaires plus urgentes et que Yanmu, étant un dérivateur, pouvait prendre son temps. Yanmu, sans déranger, répondit qu'il avait une vie détendue, afin que Sufai puisse continuer. La vendeuse a accompagné l'ex-Sufai pour regarder la villa, laissant Yanmu se déplacer et faisant semblant de faire un appel téléphonique. Il était clair qu'il n'avait pas l'intention de laisser cela glisser. Pendant ce temps, Steadify sortit sa carte, prête à acheter sans autre inspection. La vendeuse l'a informé que la suite coûtait 2 millions et a confirmé s'il était sûr.
Elle était ravie de la haute commission. Elle a gagné 2 pieds, poussée par son envie de longue date du yen pour son succès académique et sa popularité auprès des filles.